Allez, je vous propose de passer au point suivant. On va dire, on va revenir à un point, on va dire, technique et informatif et ô combien aussi d'actualité, en compagnie de Véronique Mur, qui est botaniste, au sein de Botanique Jardin et Paysage. Et donc, effectivement, vous a sollicité Véronique Mur, pardon, pour intervenir sur la végétalisation des centres-villes. Et puis, cette question des îlots de chaleur sur laquelle j'interviendrai aussi quelques secondes après vous, voilà, sur comment on peut, on va dire, végétaliser durablement nos centres urbains. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous laisse la main pour passer votre diaporama. Oui, super, c'est très gentil. Ben, écoutez, je- on a beaucoup parlé, des conditions de vie dans les différentes structures qui ont pris la parole et je ne doute pas que le public qui assiste aujourd'hui à cette remise des prix est un public qui est déjà fort sensibilisé à ce que je vais dire, mais il me semble que c'est toujours intéressant de se le redire une, euh, une nouvelle fois. Et donc, moi, je voudrais vous parler de l'arbre en ville, mais avant ça, je voudrais faire un petit retour, un tout petit peu en arrière, pas très longtemps, hein, à peine 150 ans, pour vous parler. Alors, est-ce que j'ai la main? Voilà, voilà, merci. Vous êtes un tout petit peu plus loin, je vous remets la bonne diapositive, ne vous inquiétez pas. Non, mais ça allait bien, voilà, parfait. Pour vous parler en fait d'Adolphe Alphand qui, avec le baron Haussmann en 1886, a valorisé les arbres en ville à Paris et avec une toute petite palette, si on y réfléchit, dans son ouvrage qui s'appelle Le traité pratique et didactique de l'art de jardin, paru en 1886, en fait, il citait sept, pardon, principales essences d'arbres pour les promenades de Paris. Et ces essences d'arbres, toutes vous les connaissez bien évidemment. Vous allez voir, elles n'ont pas trop changé. C'est le platane en premier, le marronnier ensuite. Alors, ce qu'on appelait alors le vernis, aujourd'hui c'est l'élante, c'est peut-être celui que vous connaissez le moins, mais on va juste en reparler. L'orme, l'acacia, l'érable et le paulownia. Et, et si on fait le bilan en 2020 de la situation de ces essences dans la ville, et notamment des quatre premières, eh bien, ce bilan, il est pas très réjouissant parce que on voit bien qu'on ne peut plus utiliser le platane dans nos palettes végétales à cause de sa vulnérabilité au chancre coloré. Le marronnier a également beaucoup de difficultés à pousser parce qu'il est très sensible euh, à la, à la sécheresse et à la chaleur. Et puis, l'élante, lui, il est carrément banni de nos vies par l'homme parce qu'on le considère comme invasif. Et enfin, l'orme, lui, a disparu depuis le siècle dernier à cause de la graphiose. Et donc, moi, réellement, cette situation-là m'a amené à réfléchir sur le pourquoi en étant arrivé à éliminer pratiquement quatre essences de notre territoire en à peine un siècle et demi. Et je voudrais juste pointer du doigt deux choses. La première chose, c'est la surutilisation de ces essences en alignement monospécifique. On voit bien qu'on les a, le pas pour les lampes, mais pour les autres, on les a utilisées absolument partout. Et puis aussi les itinéraires techniques de plantation et d'entretien qui ne sont pas étrangers
à cette situation de grande vulnérabilité. Et je voudrais juste vous lire un tout petit extrait d'un texte de 1825, donc encore plus vieux que les écrits d'Alphand, de François-Joseph Grille, qui alertait l'opinion contre l'appauvrissement génétique des populations d'ormes, trop volontiers clonées ou greffées au détriment de la richesse adaptative des semis. Et donc, c'est quelque chose auquel, quand on plante un arbre, on ne s'intéresse pas tout à fait, mais l'origine, et pas que l'origine géographique, mais le matériel génétique, si j'ose le dire, est extrêmement important. Et voici ce que disait Joseph-François Agri. Il disait les planteurs d'ormes se bornent trop souvent au moyen le plus facile, qui est de planter par rejeton ou par éclat de racine, mais ils en sont dupes et ils n'obtiennent que des sujets rabougris qui ne rapportent presque rien. On distingue au premier coup d'œil à la beauté de leur port et à la vigueur de leur végétation les ormes de semis. Et donc, c'est intéressant de voir ce texte en 1825, oui, en 1825, parce que on se dit, si plus de pépiniéristes et de planteurs d'ormes avaient été attentifs aux paroles de François-Joseph Grille, eh bien, peut-être qu'on aurait toujours l'orme aujourd'hui et que ces attaques de graphiose ne l'auraient pas éliminé. Et donc, l'histoire met en lumière que l'avenir des arbres en ville est conditionné par leur, les modalités de leur accueil et la manière dont nous les traitons. En même temps, pardon, hop, voilà. Je vais revenir juste à celle d'avant. En même temps, et je m'approche du sujet dont je veux vous parler, on fait le constat, en même temps que nous faisons ce constat, pardon, de la fragilité de l'arbre en ville, on sait que la nécessité d'en accueillir de façon bien plus généreuse, et ça a été cité par les élus que l'on a entendus précédemment, est tout à fait importante, entre autres pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, mais pas que. On sait aussi que il est désormais acquis que vivre à proximité d'un espace vert réduit la prévalence de nombreuses maladies pour les habitants. Et pas que des maladies, mais entre autres, hein, ça réduit les risques de douleurs, de dépression, d'asthme, de migraine. Voilà, et vous avez certainement vu déjà ce genre d'infographie hein, qui met en scène en fait les bienfaits de l'arbre en ville. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être de détourner cette infographie avec des chiffres qui sont fictifs puisque je n'ai fait que détourner l'infographie, mais parce que si on connaît parfaitement les bienfaits de l'arbre pour l'homme, il me semble indispensable de faire le parallèle, de faire un rapide état des lieux de l'impact des conditions d'accueil des arbres en ville sur la santé de ce dernier. C'est bien de s'intéresser aux bienfaits des arbres pour l'homme, mais si on s'intéressait aux méfaits des hommes pour l'arbre, parce que je crois qu'on peut, clairement parler de conditions qui sont très souvent difficiles, même si j'entends bien que beaucoup de collectivités et de sites font des efforts, et particulièrement certainement dans les collectivités et les sites qui sont à l'écoute aujourd'hui. Mais voilà, l'objectif de cette petite infographie critique, c'était vraiment de ne plus jamais voir ça. Et vous savez bien que cette photo, j'ai pas eu beaucoup de mal à la prendre. Et je suis sûre que vous sortez tous sur le pas de votre porte ou pas très loin.
et que vous arrivez à prendre les mêmes images. Et j'ai récemment été invitée par, j'enseigne et travaille assez souvent à Marseille, et j'ai été invitée par une structure marseillaise qui s'appelle le Bureau des guides pour sélectionner une cinquantaine de photos d'artistes qui avaient fait un inventaire photographique sur la ville de Marseille et à faire un choix. À travers ce choix, en fait, j'ai voulu présenter cette situation des arbres en ville. Alors, je ne vais pas vous présenter l'intitulé de la collection que j'ai effectuée, mais juste le titre que j'ai voulu lui donner qui s'appelle, qui dit vivre à plusieurs sur le même sol. Et je crois que c'est l'ambition un peu de mon intervention de cet après-midi. C'est de traiter la question comment cohabiter égaux et différents dans la ville en ayant bien conscience que le règne végétal est un règne du vivant et que les arbres ne sont pas assimilés à du mobilier urbain, mais bien à des populations de vivants dans lesquelles nous avons une attention particulière à porter, d'autant que les recherches de ces dernières années, et à Montpellier, on est bien placé, je m'inclus dans le haut également, même si je n'habite pas à Montpellier, mais je travaille également souvent. On est bien placé parce que de nombreux chercheurs, via le jardin botanique et la présence de Francis Allais à Montpellier, nous ont démontré que dans le milieu naturel, un arbre ne vit jamais, jamais seul. Et pourtant, dans nos aménagements, j'y reviens une fois de plus, la manière dont nous accueillons aujourd'hui le règne végétal en ville, et plus précisément donc dans nos aménagements produits par nos sociétés carbonées qui sont noyées dans le bitume, on voit bien qu'on aurait vraiment besoin de repenser cette question de l'accueil de l'arbre. Et pour reprendre les mots de Baptiste Morisot, je voudrais dire que nous devons prendre acte de l'appauvrissement de la relation que nous tissons avec le monde vivant. On n'y voit rien, on n'y comprend pas grand-chose et surtout, ça ne nous intéresse pas vraiment et ça n'a pas de place légitime dans le champ de l'attention collective, dans la fabrique du monde commun. Voilà, juste je déroule quelques photos qui sont pas très réjouissantes. Ici, on est à Marseille, juste devant le Mucem, mais vous voyez, on est dans l'illustration parfaite des mots de Baptiste Morisot. Ici, quel est le statut de cet arbre? On n'en sait pas grand-chose. Et moi, je dis souvent, honnêtement, je n'aimerais pas être un arbre en ville. Voilà, quand on est dans ces conditions-là, ou même ceci. Et alors, face à ça, quelle est la proposition? Au début de l'année 2020, j'ai contribué avec des paysagistes qui sont montpelliérains aussi, le collectif Coloco, à une vaste étude dont les résultats ont été exposés au pavillon de l'Arsenal autour d'une question posée par l'agence d'architectes PCA Stream. Et cette question était comment réenchanter les Champs-Élysées. Et donc, on revient à mes premières diapositives d'Alphand et d'Haussmann. Et donc, cette question était quel essence pour renouveler le patrimoine, en tout cas la question qui m'était posée, quel essence pour renouveler le patrimoine arboré des Champs-Élysées dans le contexte du changement climatique? Et c'est une question qui est fréquemment posée par les maîtres d'ouvrage et à laquelle j'ai
j'ai voulu répondre en fait un peu, non pas directement, mais indirectement, en élargissant cette question aux conditions d'accueil des arbres en ville et en proposant que le travail se concentre sur la mise en avant de la solidarité biologique, en particulier à travers un référentiel de lisières et d'écotomes pour amplifier les rapports symbiotiques entre les plantes. Et nous savons très bien aujourd'hui que la vitalité des arbres dépend des cohabitations s'établissant au niveau racinaire avec leur voisinage, grâce auxquelles ils développent des performances poussées de résistance au stress hydrique, aux parasites, au taux de transpiration. Et nous avons donc l'intuition que la diversification des palettes végétales urbaines peut permettre aux arbres d'établir un équilibre symbiotique pour favoriser le déploiement d'une nature urbaine résiliente. Le choix des essences ne reposerait donc pas uniquement sur des listes d'espèces potentiellement adaptées à telle ou telle situation, mais se baserait sur des combinaisons accroissant leur capacité d'adaptation, leur rusticité et leur potentiel d'entraide au-delà des processus de mycorhize. Il nous semble donc indispensable désormais de concevoir le paysage comme un système vivant, de l'appréhender dans sa globalité et non plus individu par individu. L'enjeu est ainsi d'élaborer des cortèges phytosociologiques, des associations de plantes, arbres, arbustes, herbacées, capables de s'entraider pour former une communauté plus résistante aux variations du milieu. Cette logique d'entraide, de symbiose, nous paraît moins illusoire que l'idéal d'un super arbre capable de répondre à de multiples injonctions contradictoires de performance. Il faut qu'il soit peu consommateur d'eau, résistant à la sécheresse, générateur d'ombre et de fraîcheur, sans parler des qualités physiques. Et donc, cette manière de favoriser les services écosystémiques rendus par le vivant via la relation plutôt que la sélection nous paraît être l'approche la plus cohérente pour imaginer une ville durable et résiliente face aux aléas du climat et aux agressions diverses. Merci. Merci beaucoup, Véronique Mur. J'ai eu grand plaisir à vous entendre et j'espère que l'ensemble des participants aussi. J'avais vu votre diaporama, mais on va dire que votre propos m'a fait du bien aussi. Voilà, mes collègues vous applaudissent. Je vais relayer d'ailleurs le message voilà, que transmet donc Philippe Tixier-Malicorne, directeur de la Fredon, qui vous remercie pour cette intervention et souligne que l'arbre est replacé en tant qu'être social vivant en société et non pas en tant que poteau isolé et maltraité. Voilà. Voilà. Beaucoup de réactions voilà, évoquant votre intervention et vous en remercie. Voilà, très instructive, très intéressante et quel bonheur d'entendre parler des arbres. Voilà. Pour résumer en quelques mots. Ok, merci beaucoup. Alors, ça me fait juste un petit parallèle, c'est ma séquence auto-promo. Je suis désolé de vous faire infliger ça. Mais ceci dit, cette question des îlots de chaleur et de végétalisation en ville, dans un contexte de changement climatique, c'est un sujet qu'on a souhaité porter Fredon Occitanie auprès de la région dans le cadre d'un appel à projet participatif pour des solutions pour le climat. Et donc, comme c'est un appel à projet participatif, en fait, la notion derrière, c'est de faire participer la population. Et donc, effectivement, différents projets ont été sélectionnés par le conseil régional et aujourd'hui sont soumis dès demain à vote du public. Et donc, les votes les plus plébiscités seront éligibles à un financement. Donc, je vous laisse ici la slide de présentation pour ce projet. Lutte contre les îlots de chaleur urbains sur lesquels nous nous positionnons et justement dans cette optique d'associations végétales, de communautés végétales, de diversification des strates et des essences pour avoir une efficience plus forte sur certains espaces. L'idée est d'accompagner certaines collectivités pilotes dans cet esprit-là
avoir de la matière à réflexion, avoir du retour d'expérience pour pouvoir à terme avoir des modèles, on va dire, qui soient plus généralisables. Voilà, sur la partie auto-promo, et je vous laisse prendre note de l'adresse internet sur laquelle vous pouvez avoir toutes les infos et le lien pour aller voter. Voilà tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Florie, par rapport à cette l'intervention de Véronique Mur? Non, ce sont essentiellement des remerciements et des félicitations. Bon, alors j'avais juste, moi je me suis noté une petite question par rapport au début de votre propos, notamment sur les clones d'ormes, et c'est une question intéressante. Je voulais savoir si vous aviez connaissance du dispositif végétal local porté par les CBN, par les conservateurs botaniques nationaux, et est-ce que ça pourrait être une solution? Est-ce que c'est une piste intéressante? Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, je voulais voir un peu quelles étaient les solutions face à ce problème de pauvreté génétique, quoi. Alors, pour moi, l'intérêt majeur du végétal local, c'est la culture dans des conditions environnementales, notamment climatiques, qui permettent aux plantes qui vont ensuite être replantées dans des conditions similaires d'être plus résistantes. Je vous avoue que je connais bien sûr cette démarche de végétal local. Je pense que ça nécessite pas mal de discussions parce qu'aujourd'hui, il me semble, et c'est un peu comme j'ai envie de remettre l'arbre au centre, et vous voyez que j'aime bien un peu faire un pas de côté pour ramener à la raison, c'est que comme les villes utilisent l'argument de planter des arbres un peu trop à tort et à travers, alors que c'est tout à fait vertueux, j'ai aussi envie de dire attention à la manière dont on utilise ce végétal local et de pas qui à l'origine est une proposition complètement vertueuse. Et j'aime bien rappeler quelle est l'origine de cette proposition. C'est la FAC, il me semble, c'est-à-dire c'est les associations d'agroforesterie pour les haies qui ont commencé à déployer la nécessité de planter dans les haies des essences plutôt locales. Aujourd'hui, cette notion, elle s'est élargie à tout. Et de mon point de vue, ce tout est un peu trop. Et quand je suis face à des projets au sein d'une école, d'une cour d'école en ville qui impose un végétal local et indigène, ben, de temps en temps, je dis là, on est allé un peu trop loin. Donc, j'aime bien, voilà, ma réponse, elle est un tout petit peu en demi-teinte parce que c'est à la fois très vertueux, mais les usages qu'on en fait aujourd'hui, je trouve, dépassent l'aspect vertueux de l'origine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ok, oui, c'était une question tout à fait ouverte. Hein. Je n'attendais pas une réponse particulière, mais voilà, c'était parce que Voilà. je connaissais ce dispositif-là et voilà, c'était pour voir un peu quel en était votre point de vue. Merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Et puis s'il y a d'autres questions, on les fera remonter à Véronique Mur suite à cette présentation. Merci beaucoup à vous.